Bienvenue dans Tout sur Tout Science, un podcast énergie et iHeart Podcast. En cette journée internationale de la baleine, on va parler cimetière de cétacés. Mais oui, au fait, que deviennent les baleines et les gros cétacés une fois qu'ils meurent ? C'est la question du jour. Je voudrais d'abord vous raconter la drôle d'histoire qui est survenue dans la petite ville de Florence. Pas Florence en Italie, non, mais Florence, un petit port tranquille d'Oregon aux États-Unis. En 1970, la ville a été confrontée à un très gros problème. Un problème de 8 tonnes quand même. Par un sombre mois de novembre, un cachalot mort s'est échoué sur la plage. Alors, si vous avez déjà eu envie de vomir à cause d'un bout de viande resté trop longtemps dans votre frigo, je vous laisse imaginer l'odeur dégagée par 8000 kilos de cachalot en pleine décomposition. On comprend facilement pourquoi les habitants ont voulu s'en débarrasser au plus vite. Mais comment s'y prendre pour l'évacuer ? Alors, les habitants de Florence avaient peut-être regardé un peu trop de films d'action, mais en tout cas, les autorités locales se sont dit que ce serait une bonne idée de le faire exploser. Je sais pas vraiment ce qui leur a pris, ils ont dû penser qu'en faisant sauter une demi-tonne de dynamite dans la carcasse, elle s'élèverait dans le ciel dans un beau feu d'artifice marin pour retomber en une jolie pluie de paillettes sur l'océan. Spoiler, c'était pas une très bonne idée. L'explosion a bien eu lieu, mais le feu d'artifice, pas vraiment. Tous les débris sont directement retombés sur le sol et les entrailles du cachalot ont été projetées sur les passants et sur les voitures garées à côté. Miam, miam. Inutile de vous dire que 9 ans plus tard, quand 41 cachalots morts ont dérivé vers les côtes de l'Oregon, personne n'a sorti les explosifs. Cette fois, les autorités ont procédé à une crémation de fortune en passant 2 jours à brûler et enterrer les carcasses. Bon. Faut dire qu'organiser les funérailles de gigantesques cachalots échoués sur une plage est un vrai casse-tête. C'est la même chose pour les baleines d'ailleurs. Si on les rejette à la mer, elles risquent de s'échouer à nouveau. Si on les enterre, elles peuvent libérer une huile qui attire les requins. Mais alors, comment faire ? En fait, si la zone est inhabitée, les experts recommandent simplement de ne rien faire et laisser la nature suivre son cours. Mais attention, il faut quand même prendre quelques précautions. Par exemple, il ne faut surtout pas oublier de leur ouvrir le ventre. Sinon, du gaz peut s'accumuler dans leur corps jusqu'à les faire exploser. Parce que, oui, les baleines échouées peuvent aussi exploser toutes seules. L'explication est simple. Après la mort d'une baleine, des gaz, et plus précisément du méthane, s'accumulent dans son estomac et dans ses autres organes. Quand tout va bien, la peau se désintègre petit à petit et la baleine se dégonfle lentement à mesure que le gaz s'en échappe. Mais c'est pas toujours le cas. Si la peau est particulièrement solide, elle va continuer de s'étirer et de s'étirer jusqu'à exploser. C'est ce qui s'est passé en 2004 à Taïwan. Des chercheurs transportaient un cachalot mort pour l'analyser dans un laboratoire du centre-ville, quand il a eu la bonne idée d'exploser, forcément au milieu d'une rue très fréquentée. Bref, ne vous approchez jamais d'une baleine morte. Si vous la touchez, vous risqueriez de provoquer une explosion avant qu'elle ait pu dégonfler naturellement. Et faites-moi confiance, vaut mieux pas être dans les parages quand ça arrive. Heureusement, toutes les baleines ne finissent pas leur vie sur une plage. Mais que se passe-t-il quand les baleines meurent dans leur élément ? C'est-à-dire dans l'océan. Là, c'est une toute autre histoire. C'est le cycle de la vie puissance 1000. Et oui, les baleines qui n'ont pas le malheur de s'échouer sur nos côtes donnent vie à un nombre incalculable d'organismes. Reprenons depuis le début. Une baleine rend son dernier souffle après des dizaines d'années de bons et loyaux services. Sa carcasse finit par couler au fond de l'océan. C'est ce que les biologistes appellent une chute de baleine. Bien sûr, plein de petits poissons et autres animaux marins se régalent de sa viande au passage. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, les baleines mortes alimentent de véritables écosystèmes. En 1998, des chercheurs de l'université d'Hawaï ont fait une découverte incroyable. Ils ont repéré plus de 12 000 organismes représentant plus de 43 espèces qui vivaient tranquillement dans une carcasse de baleine au fond de l'océan Pacifique. Mais surprise, ces créatures marines, parmi lesquelles des vers fluorescents et d'adorables petites crevettes sans yeux, ne se nourrissaient pas des restes de la pauvre baleine. Ces colonies sont chimie-autotrophes. Ça veut dire qu'elles sont capables de produire leur propre énergie, d'où le terme autotrophe, en utilisant l'énergie d'éléments chimiques. Elles peuvent donc s'alimenter grâce à de l'azote ou du soufre, par exemple, sans avoir besoin de capter la lumière du soleil, comme le font les plantes pendant la photosynthèse. C'est pour ça que les animaux chimie-autotrophes vivent très bien dans l'obscurité la plus totale, comme c'est le cas dans les abysses au plus profond des océans. D'où viennent les substances chimiques qui leur permettent de vivre ? Eh bien, elles sont émises par d'autres petites bêtes. En étudiant ces nouveaux écosystèmes,
les chercheurs ont réalisé que des bactéries vivaient sur les squelettes de baleines et se nourrissaient de leurs os bien gras. Cette graisse permet aux bactéries de produire du sulfure d'hydrogène. Ça tombe bien, car les créatures marines chimiautotrophes peuvent justement utiliser cette substance pour fabriquer de l'énergie et donc se développer et se reproduire. Pour y voir plus clair, les océanographes ont classé le développement de ces incroyables phénomènes sous-marins en 3 étapes. Revenons à notre baleine qui vient de mourir. Pendant la chute de la carcasse, les poissons grignotent environ 90% de cette issue. C'est le stade des charognards mobiles, qui dure à peu près 24 heures. Puis, lorsque la carcasse atteint le fond de l'océan, des vers marins et des crustacés prennent le relais jusqu'à ce qu'il ne reste que les os. C'est le stade des charognards immobiles. Cela peut durer des mois, voire des années selon la taille de la baleine. Le squelette se couvre ensuite de bactéries qui nourrissent des organismes chimiautotrophes, comme nous l'avons vu. C'est le stade du soufre qui dure jusqu'à 50 ans. À quoi ressemblent les habitants de ces écosystèmes ? Soyons clairs, à rien de ce que vous connaissez. On a identifié par exemple une nouvelle espèce de ver sur une carcasse de baleine. Ils vivent sur les os et ressemblent à des bâtons lumineux roses. Jusque-là, pourquoi pas ? On est dans les abysses après tout. Mais au début, les chercheurs ne parvenaient à identifier que des femelles. Où étaient donc les mâles ? Eh bien en fait, ils étaient simplement bien cachés. Ils vivent à l'intérieur du corps des femelles où ils se reproduisent de manière exponentielle. Leur descendance est si nombreuse qu'ils peuvent se propager dans tout l'océan jusqu'à rencontrer d'autres carcasses de baleines, et ainsi de suite. Et ce n'est qu'un exemple parmi les 16 nouvelles espèces identifiées à ce jour, qui doivent leur vie à ces bonnes vieilles baleines, généreuses jusque dans la mort. L'épisode du jour est tiré d'un article écrit par Kristen Congé et traduit par Nathalie Durand-Magne. Il est interprété par Noah Hama. Tout sur Tous Science est un podcast Énergie et iHeart Podcast, disponible sur énergie.fr, rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!